streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Hello, désolé, je me connecte. Salut Olivert. Si tu ne nous avais pas encore vu, c'est parce qu'on n'était pas encore en ligne, tout simplement. Je viens seulement d'arriver et pour tout vous dire, malheureusement, Antoine ne sera pas là ce soir. Petit souci perso pour Antoine. J'essaie de voir un peu comment faire en attendant. Mais c'est pas grave, on va quand même faire une petite late session ensemble. Salut Duncan, salut Dricosonic. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Salut Noé, salut Norman Wizard, première en live. Merci d'être avec nous ce soir, enfin avec moi du coup, Antoine n'est pas là, comme je vous le disais en préambule. T'as rien, Oliver, t'as rien, c'est-à-dire t'as pas de son. Peut-être que t'es en silencieux, je sais pas. Essaie de regarder, parce que visiblement pour les autres, ouais, peut-être un refresh, Maestro a raison. Ça va venir. Salut Miguel Jordanez, salut Borenz, Maestro que je n'ai pas salué évidemment. Oui, Paymay, effectivement, malheureusement, Antoine devait être là, mais Antoine a eu un petit souci perso, donc pas besoin de le harceler, c'est pas un problème d'entraînement quoi, voilà, il pouvait pas ce soir. Un peu en dernière minute, c'est pas de sa faute, on lui en veut pas. Donc on va discuter un peu ensemble, quitte à faire une late un peu plus, une late un petit peu plus courte, sauf si vous avez plein de choses à raconter, évidemment. Ouais, que des soucis le pauvre, non mais là, on pense bien à lui. Salut Zobloc. Antoine, c'est Abu Dhabi. Bah oui, le talent, il a le talent d'Abu Dhabi. Il est quand même moins blessé qu'Abu Dhabi, hein. On va pas se mentir. Bonsoir Pipa, bonsoir du Sénégal. Bah, merci de nous suivre depuis le Sénégal. Et merci à toi pour le compliment. Vous voulez parler du tirage, vous voulez parler du podcast de LeBron. Oui, j'ai vu un bout du podcast, j'ai pas tout vu. J'en ai vu une partie. J'ai vu des extraits, j'ai vu celui où il parle de Steph Curry, j'ai vu celui où il parle de tactique. J'ai regardé la vulgarisation un peu de certaines séquences parce que mon bagage tactico-technique de basket ne me permettait pas de tout comprendre. Mais oui, ça a l'air. Je vais me le faire en entier, je pense que ça va être top. Merci pour lui, le petit chelem, ça lui fera plaisir. Duncan, spécial dédicace à toute l'équipe. J'ai reçu le MOOC sur les Spurs, c'est un bijou. Merci pour cette belle publicité, Duncan. On est content que ça vous plaise. On espère que ceux qui ne l'ont pas encore reçu et qui vont l'avoir bientôt seront aussi satisfaits. Comme d'habitude, on y a mis toute notre énergie. Euh, le tirage, s'il te plaît, je vous quitte dans 5 minutes. Raph, le tirage, il y a eu les garçons et les filles, donc, hein, que je dise pas de bêtises. La France tombe avec l'Allemagne, qui est championne du monde, tombe avec le vainqueur du TQO en Lettonie. Et le dernier adversaire m'échappe déjà. Pour tout vous dire, j'arrive un peu en speed. Je l'ai vu tout à l'heure, si vous l'avez sous les yeux. Le Japon? C'est le Japon, je crois. On joue le Japon. Donc tirage a priori plutôt satisfaisant, on va dire. Le TQO Letton, il y a la Lettonie qui nous a bien emmerdé, on va dire, lors de la dernière Coupe du Monde. C'est pas facile, on va pas aborder ça avec trop d'arrogance, comme peut-être la dernière fois, ou trop de sécurité. Mais c'est plutôt pas mal, on évite de plus gros poissons. Les Allemands, ça va être compliqué, on le sait. Le Japon, c'est pas simple, mais c'est quand même moins fort. Et les équipes présentes dans le TQO qui se déroulera en Lettonie, par le Brésil et la Lettonie, le reste me semble abordable, hein. Il y a Monténégro, Géorgie, ça me semble quand même faisable. Pour les filles, par contre, ça va être dur. Australie, Canada, Nigeria, c'est mieux que les amis belges qui tombent avec Team USA notamment, mais c'est bon. Dans les deux cas, c'est faisable. Le petit Chlem, tu te posais une question, d'où vient le logo basket session et pourquoi le cercle orange autour du ballon n'est pas fermé? Alors pour toutes les questions graphiques, techniques, il faut s'adresser à Théo, notre cher Théo, notamment, ou à Guillaume, mais que vous voyez moins sur la plateforme. On lui demandera, tiens, parce que j'en ai strictement aucune idée, moi qui n'ai aucune sensibilité pour le graphisme et le design. Moi j'aime bien le logo et ça me choque pas. Mais si tu veux, on lui demandera, toi qui nous a fait ces si beaux emojis, j'imagine que ça t'intéresse peut-être un peu plus que moi. Merci Maestro pour l'abonnement, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui nous follow, qui regardent les vidéos, qui achètent les MOOC. Enfin voilà,
Euh, genre, ouais, je vais augmenter le micro, je vais essayer d'augmenter. Parce que j'ai vu que ça, effectivement, ça passait pas bien. Et sinon, je redémarrerai. Alors, ça va peut-être bugger pendant quelques instants. Je vais augmenter le niveau du micro. Excusez-moi. Alors, est-ce que là, c'est un peu mieux? J'ai l'impression que ça porte un peu plus. Dites-moi si c'est pas ouf, mais ouais, pas simple pour les filles. Australie-Canada, c'est compliqué. Euh, ah, ça va. Ah, c'est trop fort. Merde. Je vais essayer de parler plus doucement peut-être alors. Euh, pour les filles, c'est compliqué, mais ça va le faire. On y croit. C'est à la maison quand même. C'est quand même à la maison. Faut prendre ça en compte. Il y a de la pression, mais il y a aussi la ferveur du public, j'imagine. Pour répondre à ceux qui nous rejoignent que maintenant, oui, Antoine a eu un petit souci perso en dernière minute, donc il sera pas avec nous ce soir. Euh, donc on va discuter ensemble, c'est pas grave, on va discuter un peu des sujets d'actu comme le tirage au sort. Euh, je vous lis un petit peu, j'essaie de rattraper tout ça. On entend le fantôme de sixième sens. D'accord. Et sinon, vous savez quoi, je vais peut-être redémarrer. Euh, ou alors baisser un peu le son peut-être. Est-ce que là, il y a toujours un petit souci de... Est-ce que vous entendez un bruit de fond? Là, normalement, j'ai baissé. Je sais pas si vous entendez. Essayez de me dire, n'hésitez pas, hein, je sais pas si ça change quelque chose. C'est mieux, ok. Bon, on va faire comme ça. Si c'est pas supportable, vous me dites, je relancerai. Euh, Ouais, donc bah, pour le tirage, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est. L'Allemagne, bon, l'Allemagne a aussi la pression du champion du monde maintenant, hein. C'est plus une équipe surprise. Les Américains vont avoir comme idée de les taper à un moment, à mon avis. Bon, nous, on a vu le déficit, le retard qu'on avait par rapport à eux sur le plan collectif. Est-ce que ça va le faire? Et le reste, je pense quand même, le Japon me semble abordable et l'autre équipe qui sortira du TKO, je pense que ça va. Le petit chelem, comment ça se fait que le Canada et le Nigeria sont respectivement cinquième et douzième nation mondiale? Chez les filles, je ne connais aucune joueuse de ces deux équipes. Le Canada, c'est une forte nation. Le Canada, c'est une forte nation. Y a pas de superstar, mais il y a des bonnes joueuses. Il y a des joueuses de WNBA et des joueuses qui ont bourlingué en Europe. Et le Nigeria, non, malheureusement, ça manque de. Il manque, il manque un essor du côté nigérian. Il y a beaucoup de joueuses américaines d'origine nigérienne qui sont venues rejoindre l'équipe, mais ce sont des joueuses qui ont fait un cursus universitaire, mais qui n'ont pas des carrières pro très développées. Donc non, le niveau n'est pas fou. Je les ai vus au TQO. Je suis allé voir le TQO en Belgique le mois dernier. Ouais, c'était pas fou. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est assez abordable pour l'équipe de France. Pour l'absence d'Antoine, on va finir par croire à la théorie de Pierre Armand de dimanche. Bah, alors, j'ai écouté l'Op Culture de dimanche sur les mythes. Je sais plus je sais plus ce qui nous avait sorti Pierre Armand. En Belgique, on a vu du talent individuel, mais pas forcément collectif. Ouais, c'est ça, t'as raison, Obi-Wan. Pour le Nigeria, en tout cas. En fait, ils auraient pu. À un moment, il y a eu un tournant où ça s'est pas fait. C'est-à-dire que Neka Ogumike, que vous connaissez peut-être, c'est une américaine, mais d'origine nigériane, a essayé de se faire naturaliser et ça n'a pas fonctionné. Et là, derrière la fédération, ça a été un peu compliqué pour monter l'équipe. Ouais, ça va être chaud pour battre le Canada et l'Australie. Ouais, bah, surtout l'Australie. L'Australie, c'est une vraie nation de basket déjà chez les gars et chez les filles aussi. Ça joue fort, ça joue toujours les médailles. Pas besoin d'énormes individualités. Collectivement, voilà, il y a une académie de jeu, une ADN de combativité qui fait que c'est toujours compliqué de les affronter. Mais c'est pas infaisable. On n'est plus sur une époque où il y avait Lauren Jackson. Il y a des fortes joueuses, des joueuses WNBA, mais nous on en a aussi. Si on veut bien les sélectionner, évidemment. Si on veut bien leur permettre de venir. Ce qui sera le cas, je suis un peu taquin, mais moi j'y crois fort. J'y crois fort pour les filles, j'espère en tout cas, hein. Je vais les supporter comme je vais supporter les gars. Pour les gars, c'est plus mystérieux, c'est plus nébuleux, mais on va se dire que maintenant on a Victor Wembanyama, que l'effectif aura appris des leçons du passé, d'un passé récent. Quelle meneuse je prends en équipe de France? Bonne question, c'était quoi la dernière sélection?
quelle meneuse. Moi, je prendrais bien Marine Fotou si elle n'est pas blessée. C'est celle que je préfère, mais. Ouais, voilà, Marine Fotou. Derrière, il y a de la place. Roman Berniès, pendant de la rotation. Olivia Epoupa joue toujours en Europe, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas appelée. Oui, Marine Fotou s'est blessée, ouais. J'ai pas suivi, on tombe sur qui au tournoi? Alors chez les gars, je répète une dernière fois. Euh, donc chez les filles, on joue le Canada, l'Australie et le Nigeria. Et chez les gars, on joue l'Allemagne, le Japon et le vainqueur du TQO qui se déroulera en Lettonie, où il y a des équipes comme le Brésil, la Lettonie elle-même, le Monténégro, la Géorgie et je ne sais plus qui. Salut Street Greg. Depuis quand es-tu passionné de basket féminin? D'où ça vient? Parce que c'est pas non plus ultra médiatisé. C'est marrant parce que j'ai fait une longue réponse dessus sur YouTube ce matin à Étienne, je crois, qui me demandait d'où ça venait et que lui il comprenait pas trop le fait qu'on puisse se hyper dessus parce que le niveau lui paraissait pas fou. Je vais faire une réponse peut-être plus courte que ce que j'ai fait parce que j'ai fait un pavé. Mais j'aime le basket qui est pratiqué. Alors je parlais surtout de WNBA parce que c'est ce que je préfère, mais ça vaut aussi pour le basket de sélection et pour le basket de club. Mais en Europe, je trouve que le niveau est énorme. C'est un basket plus altruiste, plus basé sur les fondamentaux. Il y a aussi des enjeux sportifs et extrasportifs qui m'intéressent plus que chez les gars où le terrain a déjà été défriché, que ce soit pour la NBA ou pour ailleurs. Et ça m'intéresse les enjeux de société, l'équité salariale, à défaut de l'égalité, l'équité salariale, ça inclut aussi pas mal les droits LGBT, forcément avec le basket féminin, la question de la maternité pour les athlètes. Enfin, c'est que des choses qui m'intéressent beaucoup et où il y a des choses à faire, je pense, en plus de niveau de jeu que je trouve génial et j'adore regarder. Je faisais la comparaison dans ce message YouTube où je disais que, sans faire le gars blasé, hein, je disais que j'avais été plus starstruck, comme disent les Américains, un peu choqué au niveau de la célébrité de quelqu'un en face de moi, en discutant 5 minutes avec Diana Taurasi lors du TQO la dernière fois, que quand j'ai interviewé LeBron en compagnie d'autres personnes, hein, c'était pas du one-one, mais voilà, ça m'a fait plus d'effet, donc c'est comme ça, c'est les sensibilités perso. Moi, je force personne à aimer, à regarder, mais je trouve que parfois c'est dommage de se priver de ça et surtout de critiquer de manière un peu ignorante parfois. Voilà. J'ai déjà regardé plusieurs matchs de WNBA, c'est très sympa à voir, vous ne verrez pas de Thomas à la Edwards, mais un super fond de jeu. Bah, c'est ça, Oliver, c'est ça que je. Mais les deux se valent, c'est pas, on regarde pas peut-être pas forcément pour les mêmes choses. La dimension athlétique est réelle, mais elle est un peu différente chez les filles. Je suis quand même sidéré, hein, aller voir des matchs en live, c'est des athlètes de folie, mais elles vont moins faire la différence sur de la puissance physique et du dunk et des choses comme ça. C'est plus collectif, c'est plus altruiste, voilà. Et non, il faut pas baisser le panier, Paymay. Enfin, la plupart des filles veulent pas baisser le panier, elles veulent juste les mêmes conditions de jeu et ça leur va très bien pour la plupart. Salut Lapin, merci déjà de nous écouter en différé ou en direct, peu importe. C'est déjà très sympa. Caitlin Clark va me faire prendre le pass WNBA, tu m'as convaincu à force. Alors Caitlin Clark en plus, il y a tellement encore déjà d'autres joueuses qui méritent qu'on prenne le League Pass. Caitlin Clark va arriver là-dedans, et elle méritera le League Pass, qui est ridiculement pas cher en général, donc pour suivre la saison. Clark fait partie des joueuses ultra intéressantes à voir, mais tu verras sur le reste, le niveau de jeu est très bon. Il y a 12 équipes, c'est les meilleures équipes du monde, les meilleures joueuses du monde de partout. Donc voilà. Bonsoir les gars, bonsoir à Bitunka. Oui, tu arrives de l'entraînement et donc je vais me répéter. Malheureusement, Antoine a eu un petit souci perso. Euh, il peut pas être avec nous ce soir, mais voilà, il vous salue bien et vous le retrouverez très rapidement. J'ai déjà coaché des filles, il faut s'accrocher. Ça, je peux pas te dire, j'ai pas cette expérience-là. Je sais que beaucoup de coachs ont dit que c'était une approche différente, que ça avait rien à voir avec du sexisme ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est effectivement un peu différent. Même Théo, vous connaissez dans les podcasts, coach une équipe de filles et a coaché des garçons et lui-même explique un peu les différences. On avait parlé avec Fred Young aussi dans le podcast, un podcast récent aussi. Ouais, bah, il vous donnera des nouvelles demain. On espère que ça va aller pour Antoine, mais oui, oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Salut Majouk. Oui, Nico, on a parlé un petit peu du tirage en disant que c'était. Moi, je le trouvais plutôt cool, le tirage des gars. Euh,
en tout cas correcte. On a bien vu au dernier mondial que plus personne n'était à l'abri, enfin, que la France n'était pas à l'abri de désillusions, euh, mais ça reste quand même abordable. On évite des gros morceaux. J'ai plus les poules en tête. On parlait de la poule A tout à l'heure, je les ai plus en tête. Euh, mais c'est déjà. Voilà. Là, c'est abordable. Et chez les filles, dont on a parlé aussi, c'est compliqué, mais c'était logique. Que des grosses nations aussi, donc pas simple. Salut Majouk, bah, ça va bien, écoute. Un peu dans le rush, parce que justement, j'essaie de voir avec Antoine si ça allait, s'il serait avec nous ou pas, mais il pouvait pas malheureusement. Mais tout va bien. La March Madness va commencer. Moi, je suis un gros fan de basket universitaire, donc d'ailleurs, on vous a préparé des petits podcasts pour vous présenter ça avec des experts qui ne sont ni Antoine ni Théo. Vous verrez, je vous ai dégoté des experts. J'ai enregistré le premier tout à l'heure pour ce qui est de la March Madness, le tournoi masculin. Et demain, je vais enregistrer celui sur le tournoi féminin, donc ça vous fera des contenus un peu différents. Merci Cyril, poule A, Canada, Australie et deux qualifiés. Déjà deux grosses équipes. Canada-Australie, ça vise la médaille, hein. Moi, je coach en UNSS des filles et des gars. Chez les ados, les filles sont bien plus réveillées que les gars. Alors moi, voilà, à ma toute petite échelle, chez des enfants, hein, pas des athlètes, pas des jeunes athlètes, mais je vois déjà dans la classe de ma fille, je trouve que les filles sont déjà plus matures et un peu moins dispersées que les garçons. Le cliché me semble assez vérifié. Euh, Elles comprennent plus vite le jeu, ouais. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la maturité là-dedans. Ah, t'as vu, t'es allé voir Kentucky, c'est fort, c'est une grosse, ouais, forcément grosse université, Norman Wizard. T'avais vu quel match et à quelle époque, parce qu'il y a eu des grosses époques à Kentucky, là ça c'est un peu rentré dans le rang, mais comme toujours des gros prospects et une atmosphère assez incroyable. Je regarde un peu vos messages que j'ai loupés, parce que je peux pas répondre à tout, mais Fortune Mantis, petite question, WNBA, aurais-tu un 5 des choses à suivre pour la saison à venir, pareil pour les JO? Alors comme ça de tête, je vais donner celle que je donne tout le temps parce que c'est mes joueuses préférées, mais en WNBA, outre là les jeunes, Caitlin Clark, ce sera spectaculaire, mais elle n'y est pas encore, donc je ne vais pas la compter dedans. Moi, ma joueuse préférée en WNBA, c'est Alyssa Thomas, que vous avez peut-être vu aux États-Unis en sélection. Il l'appelle The Engine, c'est un moteur, c'est une fille qui tourne, qui fait des triples-doubles en pagaille, qui est sans doute la meilleure joueuse défensive de la ligue, en même temps qui est une playmaker incroyable. Alyssa Thomas de Connecticut. Pour le grand public, Sabrina Ionescu, c'est quand même assez spectaculaire parce que ça shoot fort. Euh, Sinon, les Las Vegas Aces qui sont deux fois championnes, elles ont quand même Aisha Wilson qui est peut-être la meilleure joueuse actuelle, enfin la plus performante. Euh, Brianna Stewart à New York aussi, c'est en théorie moi la meilleure joueuse pour moi, même si elle l'a moins montré ces derniers temps. Euh, Toutes les équipes ont des joueuses qui valent le coup. À Dallas, vous avez Ricky Ogunbowale qui est une sorte de pétard ambulant qui marque dans toutes les positions, qui est ultra clutch. Il y en a plein, on fera une petite émission aussi, un de ces jours avant la reprise de WNBA sur les joueuses à suivre, je pense que ça vaut le coup. Deledon, malheureusement Kilvichus, elle est en train de prendre sa retraite, ou en tout cas de ne plus jouer. Elle a eu des gros problèmes de santé, puis elle est en désaccord avec Washington, donc voilà, elle ne sera plus dans l'effectif normalement. Chelsea Gray, absolument une des meilleures meneuses de la ligue. Excellente joueuse. La Point God, ils l'appellent là-bas, avec les Aces. En parlant de basket féminin, comment s'est conclue l'histoire de la joueuse US enfermée en prison russe? Donc, Brittany Griner, elle a quand même passé 9 mois, il me semble, hein, en prison, en Russie, pour avoir transporté du cannabis sous forme comment on appelle ça, des cigarettes électroniques. Enfin, elle a un traitement, elle est autorisée à en consommer en Arizona où elle joue à Phoenix. Et dans son club russe, elle a fait la bascule, sauf que ça arrivait au mauvais moment. C'était quelques jours avant le début de la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Et donc elle a servi un peu de pion diplomatique et elle a pris 9 ans de prison. Il y a eu un échange de prisonniers qui a fait beaucoup parler aux États-Unis. Et finalement, elle est quand même sortie parce qu'ils sentaient que sa situation était compliquée. Et heureusement, elle est revenue. Elle a même joué la saison dernière avec Phoenix. Oui, le petit trafic en russe, ouais, son nom m'échappe, Victor quelque chose. Il y a eu un film sur lui avec Nicolas Cage qui jouait son rôle. C'est un trafiquant d'armes ouais, assez sévère. Ouais. Mais bon, au moins, il y a une vie qui a été sauvée. On en pense ce qu'on en veut. Ça a fait parler aux États-Unis, mais en tout cas, Brittany Griner est sortie de prison. Il y a tellement de blagues à faire dessus, mais au fond, je suis sûr qu'il y a du sérieux. Le sommeil est hyper important pour un sportif. Ah, sur DeAndre Ayton, ouais. Vous voulez parler de ça, j'en ai parlé dans le CQFR ce matin. C'est assez incroyable.
Et ouais, bah justement, c'est ce que tu dis, Kikish. Euh, je sais pas si s'il est déconnecté depuis tout jeune ou non. C'est quelqu'un qui est parti de son pays, donc il est bahaméen. Il est parti assez jeune. Je sais pas à quel point il a dû se gérer tout seul. Je sais pas à quel point la bascule a été difficile entre le lycée et la fac à Arizona, où ça fonctionnait bien pour lui. Le début de sa carrière NBA, j'ai l'impression que ça avait l'air d'être un garçon assez équilibré. Après, il y a eu des soucis avec Phoenix, mais c'était pas de l'ordre comportemental, extra-sportif ou quoi. Il y a eu le côté gaming un peu, mais ça n'explique pas pourquoi il a pas acheté de lit dans sa maison de Portland et il expliquait de dormir sur un matelas gonflable depuis le début de la saison et que ça expliquait le fait qu'il avait un corps un peu que c'était pas son corps quoi. Mais que là ça va mieux. J'ai l'impression, je sais pas s'il a acheté un lit, mais ses stats vont mieux. Mais c'est assez fou de se dire ça parce que ce que je disais à Antoine ce matin dans le CQFR. Je veux dire, déjà, moi, quand je dors sur un matelas gonflable, c'est super cool, c'est un truc d'appoint. Si vous venez dormir à la maison un jour, vous verrez que vous dormirez sans doute sur un matelas gonflable et c'est très bien. Mais DeAndre Ayton, c'est un 7-footer. C'est quand même compliqué, à moins que ce soit un matelas gonflable adapté. Mais ça me faisait penser à l'histoire de Kwame Brown qui a été livré à lui-même quand il arrivait en NBA et qui savait pas faire son linge, qui a transformé sa baraque en déchetterie parce qu'il avait jamais été autonome avant d'arriver très très jeune en NBA. Donc il y a ça. Pour Ayton, c'est plus étonnant. Alors je sais pas si ça dépend aussi parfois des agents, de l'entourage. Est-ce qu'il a une famille avec lui? Mais c'est étonnant. J'aimerais bien qu'il précise un petit peu parce que il n'y a aucune bonne raison de ne pas dormir sur un lit normal, de te faire livrer, de faire installer. Enfin, aujourd'hui, tu as des applications où tu réserves un lit, où on vient te l'installer. Si tu n'arrives pas à le construire toi-même, tu as une application pour que quelqu'un, même que tu connais pas, vienne te l'installer. Donc c'est assez curieux quand même. Un jour, Baba Boykins, peut-être, hein, si t'es de passage dans la région parisienne, écoute, la maison est grande ouverte. Ah, mais effectivement, Obi-Wan a dormi sur un matelas gonflable la dernière fois qu'il est venu. Si vous aviez vu cette late session avec lui, c'est Evan, notre ami du Sud, fan des Portland Trail Blazers. Evan, d'ailleurs, si tu as des infos sur le pourquoi du comment DeAndre Ayton, c'est étonnant, bien joué, bien trouvé. Pourquoi DeAndre Ayton dort sur un matelas gonflable et pas sur un lit traditionnel d'adulte, écoute, on est preneur. Et à Phoenix non plus, il n'avait pas de lit parce qu'il était nul. Ah, il était pas nul, il a même été très bon à un moment, je trouve. La saison où ils vont en finale, ses playoffs sont bons. C'est plutôt après, au niveau de son utilisation et tout ça, qu'il n'était pas satisfait. Mais il ne doit pas inviter beaucoup de princesses sur son matelas gonflable. Je ne suis pas dans son intimité, mais non, il a pas l'air d'avoir une vie nocturne très décousue, si ce n'est sur les jeux vidéo où effectivement il traîne assez tard. C'est sa réputation, ça doit être assez vérifié, comme certains autres joueurs de la ligue, comme Karl Anthony Towns notamment, qui a l'air de mieux gérer ça quand même. Et donc est-ce que là ça irait mieux? Je sais pas, j'ai pas vu la déclat entière. J'ai pas vu la déclat entière, c'est juste qu'il disait qu'en tout cas tout le début de saison, il avait dormi sur un matelas gonflable. Il a tout claqué dans son setup de gamer. Peut-être, mais enfin, vous vous rendez compte du salaire du gars? Il peut s'en acheter 60 des lits, hein. Et des vrais lits de ouf en plus, hein. Des trucs à mémoire de forme et tout ça, c'est sûr. Donc c'est un peu. En tout cas, là, il est en train de. Sur ses dernières prestations, il redevient le joueur pour lesquels les Blazers ont fait le trade aussi, hein. Il compte sur lui pour l'avenir. C'est un mec, c'est un numéro 1 de draft, un gros pivot qui prend beaucoup de rebonds, qui a des qualités. Il a 8 ans d'âge mental, tu penses? Je sais pas, je l'ai pas assez écouté en interview. Je me souviens juste de la fois du jour où il avait appris l'arrivée de Chris Paul, il a expliqué avoir fait un salto dans son salon et qu'il avait failli se blesser. Donc à cette taille-là, c'est pas non plus très recommandé si vous faites 2m10, 2m15, évitez les saltos dans votre salon, je pense. À mon avis, il parle de son matelas comme un progrès qu'il a fait. Moi, ce que je me dis, c'est que si une franchise NBA comme Portland n'a pas une assistante sociale, c'est grave. Alors, moi, je pense un peu ça aussi, alors peut-être pas dans ces termes-là, euh, mais normalement, dans les équipes, t'as des employés qui sont un peu là pour chouchouter les joueurs. Alors, je dis pas qu'ils doivent aller les suivre jusqu'aux toilettes et s'occuper d'eux, hein, c'est pas ça non plus, mais en termes de logistique, ça me paraît important de vérifier que tout va bien. L'agent aussi, je sais pas qui est l'agent de DeAndre Ayton, mais il doit s'informer un peu, savoir, vu qu'a priori il n'a pas de famille avec lui, pas de compagne ou quoi, qui peut attester de son bien-être au quotidien, c'est assez étonnant quoi.
Le truc du matelas, c'est du bidon. Bah, factuellement, ça a l'air d'être vrai, Payme quand même. C'est-à-dire qu'il a vraiment pas dormi sur un lit normal, sans qu'on sache pourquoi, mais c'est juste une excuse à la con pour justifier ses perfs moyennes. Oui, certainement. Il a pas été à la hauteur des attentes pour l'instant, dans un contexte qui est, moi je trouve un peu pourri, parce que j'aime pas tellement ce que fait Chauncey Billups à Portland. Il y a de quoi faire mieux que ça, en tout cas. Euh, mais ouais, il faudrait un employé pour le suivre, je sais pas, pour l'aider. Est-ce qu'il a pas osé demander? Est-ce que. Je sais pas. Problème d'ego, comme tu dis, à Payme. Je sais pas. Et ses mains carrées, c'est parce qu'il a pas de crème hydratante. Vous êtes dur, il a pas tant les mains carrées que ça. En tout cas, il est capable de. C'est un mec qui est capable de tourner en 20-10 sans trop de problèmes, normalement. Je dis pas que ça veut dire que c'est un monstre, mais on l'a vu avec Phoenix, il était bien quand même. Je pense pas que ça peut être le franchise player d'une équipe ou un joueur très très impactant dans un collectif médiocre, mais c'est quand même pas, c'est pas une catastrophe, quoi. Non, faudrait pas qu'il finisse comme Delonte West. A priori, il a quand même pas les mêmes problèmes psychologiques. Pauvre Delonte un peu était et est probablement toujours bipolaire, avec des phases où il est un peu, il est SDF, hein. Mark Cuban a tenté plusieurs fois apparemment de le sortir de là, mais il y a des phases où ça rechute, c'est très difficile, hein, la question de santé mentale. Lui, il n'a pas eu accès à ce à quoi ils ont accès maintenant, depuis que DeRozan, Love et tout se sont exprimés. Il a été un peu livré à lui-même, j'ai l'impression. Pour se surnommer lui-même Dominaton, on est quand même pas loin de la catastrophe. Oui, ça c'est ouais, ça c'est encore autre chose. L'image qu'il a de lui, l'image de son potentiel, c'est une autre question encore. C'est une autre question. Moi, je pense qu'il est pas, il a quand même quelque chose, hein, ce garçon. Je répète qu'à Phoenix, c'était quand même pas mal. Il avait aussi Devin Booker et, entre autres, Chris Paul. C'est quand même pas mal. Sur cette fin de saison, on va avoir des tas de joueurs plus obscurs faire des perfs, mais disparaître la saison prochaine, c'est un phénomène que j'ai constaté ces dernières saisons. Pas souvent, les équipes qui lâchent, oui, qui lâchent prise. Moi, j'essaie de voir le truc un peu positif parce que vous savez que j'aime bien Memphis. Euh, je me dis plus que c'est aussi des joueurs qui essaient de gagner leur place pour l'année prochaine, lorsque Jamorant, Marcus Smart et compagnie seront revenus. Qu'ils essayent de marquer des points pour l'année prochaine et de montrer qu'ils ont leur place. Je pense à Gigi Jackson, qui est, je trouve vraiment bien. Ces périodes-là, elles peuvent aussi servir à ça. Elles devraient servir à ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui sont désespérantes de ce point de vue-là. Washington, bon, Détroit, ça va un peu mieux, je trouve quand même, mais ça devrait servir à ça. Il y a le tanking, il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, il y a le bon tanking et le mauvais tanking. Vous voyez. C'est un peu ce que je pense. Euh, donc ça peut servir. Et il y aura, par contre, t'as raison, il y aura des perfs assez improbables de joueurs qu'on verra peut-être plus ou pas beaucoup. Mais ils ont raison de saisir l'opportunité à ce moment-là, hein, après tout. Et je trouve aussi que les Grizzlies ont une super équipe et que si tout le monde est sur le pont, que Jamorant est concentré sur le basket, voilà, que tout se passe bien. Smart a été blessé aussi, enfin il y a tellement de choses. Steven Adams leur a beaucoup manqué, c'est une saison cata. Donc ils ont aussi des atouts pour bouger un peu, pour se refaire une équipe, se refaire une forme, une équipe, et j'espère que ce sera le cas l'année prochaine. J'ai resté effaré qu'on prenne des mecs comme ça, numéro 1 de draft, sur des qualités athlétiques, sans se rendre compte qu'ils sont pas équipés mentalement pour être des leaders. Ouais, Phoenix l'a pris à une période où Phoenix a été vraiment dans le dur au niveau de la draft, à part Devin Booker. On en a parlé dans une late session avec Antoine il n'y a pas si longtemps. Ayton, en gros, ça a été, ils n'ont pas voulu prendre de risques parce qu'ils savaient à peu près ce qu'il allait apporter et ce qu'il allait faire en NBA. Il était d'Arizona, donc la fac du coin. Et malgré la présence de Kokoskov, qui était le coach à l'époque, et tout le monde se disait bah c'est bon, ils vont prendre Luka Doncic. Ils ont eu cette espèce de frein, de doute au moment de prendre Doncic et ils ont préféré prendre Ayton en jouant la sécurité. Ça n'a pas payé, même si Phoenix a joué des finales NBA avant Dallas, ce qui ne veut pas non plus dire, ça veut pas tout dire, hein, mais depuis Ayton est parti. Mais sur le coup, c'était pas injustifié. C'est très dommage, mais c'est pas injustifié. Ayton avait quelque chose à la fac, il avait le potentiel athlétique. Les Américains continuent d'aimer les joueurs très très athlétiques, hein. C'est comme ça. À la draft, bon, ça va peut-être changer un peu, mais quand tu vois un phénomène athlétique, t'as des GM qui aiment encore ça. Norman Wizard, les pelles, ça fait pas de bruit, mais c'est fort. C'est ce que je clame haut et fort depuis plusieurs semaines. Je pense qu'ils vont emmerder pas mal de monde et qu'ils vont peut-être même aller chercher les Clippers pour la 4ème place et l'avantage du terrain.
Ils ont préféré prendre un mec qui est à la fac pour apprendre à défendre, logique. Oui, ils l'ont pas pris que pour sa défense, je pense, hein, mais effectivement. Avec ses déclats et sa softitude, il est devenu sous-coté. C'est sûr que mentalement, c'est pas Kobe, mais il a un potentiel de 20-12 tous les soirs. D'ailleurs, Shai, ton top 3 de joueurs actuels sous-coté. C'est dur de répondre comme ça. Sous-coté, dont on ne parle pas, on parle peut-être pas assez. Bon, moi, je pense que j'avais un peu sous-coté Kyrie à force. Joueur que j'avais adoré à la base, mais j'avais un peu oublié à quel point il était fort. Mais c'est pas ça ta question, je pense. Euh, Est-ce que Jalen Williams est encore sous-coté? Je sais pas. Si vous regardez le match de OKC, vous pouvez pas dire qu'il est sous-coté, je pense. Mais le grand public, les gros médias, type ESPN et compagnie, parlent pas de lui. C'est déjà un joueur très très fort, je trouve. Euh, comme ça de tête, j'ai rien qui me vient et c'est dommage, mais toutes les équipes des petits marchés, ouais, Lou Dort, j'adore. Ah, Jalen Brunson, il joue au Knicks, il est plus sous-coté, je pense. Je pense vraiment que tout le monde le considère comme un gros joueur maintenant. Après, il est peut-être encore pas assez considéré, c'est une possibilité. Mais pourquoi pas, oui, peut-être Brunson, Dort, Jalen Williams, le gars d'Atlanta, Jalen Johnson, ouais, bah parce que l'équipe est pas très médiatisée non plus, et pas très performante, mais il est dans la case MIP, je pense, dans la case des aspirants MIP. Bon boulot, Raph, bon courage. Royce O'Neal sous-côté, je sais pas, c'est un bon soldat, mais sous-côté, je sais pas. Malik Monk sous-côté, Malik Monk, bah là, ça, la saison qu'il fait, sixième homme de l'année, vous pouvez lui donner déjà, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il est sous-côté? On savait que c'était un pétard ambulant. Est-ce qu'il peut le refaire plusieurs saisons? Dans ce cas-là, ouais, il sera sous-côté. Alors Porzingis, Zion, c'est plus des joueurs dont on avait oublié qu'ils étaient aussi forts, je pense. C'est pour ça que je mets Kyrie dedans. De Rosanne à un certain niveau aussi, peut-être. Parce que soit on les voyait pas jouer, soit parce que ça marchait pas dans une équipe ou l'autre. Euh, c'est différent du joueur qui est bon mais dont personne parle, quoi. C'est un peu différent, je trouve. Markkanen, ouais, un peu sous-médiatisé, mais c'est aussi rentré dans le rang cette année, finalement. Il n'a pas de chance de jouer dans un marché qui est pas très médiatisé. Le Jazz a fait une saison un peu plan-plan, un peu fade. Siakam, je pense il est justement coté. J'ai cette impression-là. Ouais. Kobe White MIP, tu penses? Ouais, ouais, ouais. Oui, très possible. Je dis juste que Jalen Johnson mérite d'être dans la conversation. Je pense, hein. Franz Wagner sous-côté, bon, moi je vais te dire oui, évidemment, j'adore le Magic, donc Euh, mais c'est pareil, sous-côté pour qui? Parce que j'ai l'impression que les gens qui suivent la saison vraiment assidûment, qui regardent des matchs d'un peu toutes les équipes, tu peux pas ne pas voir que Franz Wagner, que Banquero, ils sont super. Que Banquero avait déjà le niveau All-Star, que Wagner, il est ultra polyvalent. Le tandem, je le dis tout le temps, ça me rappelle ce qu'ont fait les Celtics avec Tatum et Brown. Euh, je pense que s'ils construisent autour de ces deux-là, ça va faire très très mal. Tyus Jones, évidemment, mon gars, Tyus Jones, sortez-le de là, s'il vous plaît, sortez-le de Washington. Derrick White, ouais, alors du très grand public peut-être alors, parce que le grand public va citer Tatum et Jalen Brown, mais est-ce qu'il va pas citer spontanément Derrick White? Ça doit peut-être qu'en ce sens il est sous-coté, mais pareil, les gens qui regardent, tu vois que c'est un des meilleurs défenseurs, tu vois qu'il fait tout, que c'est lui qui crée du lien, c'est un super joueur. Aaron Gordon, Aaron Gordon c'est pas mal, à vrai dire, comme choix je trouve. On a vu qu'il était fort, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte de l'importance qu'il a eu dans le titre des Nuggets? Il est peut-être encore un peu sous-coté. Gobert, tu veux créer du débat. On a beaucoup parlé de Rudy Kill Vicious ces derniers temps. Un coup en étant accusé de trop le défendre, un coup en étant accusé de trop souligner ses défauts. Bon, voilà, je pense pas que Rudy soit. Est-ce qu'il est sous-coté ou c'est plus de l'ordre du délit de sale gueule peut-être, mais je pense qu'il est justement coté par ceux qui, encore une fois, hein, j'essaie de prendre par rapport à ceux qui regardent et ceux qui connaissent, entre guillemets. Le grand public a quelques biais, quelques, parfois de l'ignorance, et c'est pas de sa faute, mais pour Gobert, je pense pas que ce soit le cas. Ce côté Josh Hart, machine à triple-double maintenant, Josh Hart. Malcolm Brogdon, Brogdon j'aime bien, mais il est trop souvent blessé, et là il disparaît un peu. Anunoby, c'est pas mal. Anunoby, l'effet qu'il a au Knicks, quand il peut jouer, malheureusement il est blessé au coude, mais il a un impact énorme. Arrête de défendre Gobert. Bah, je trouve qu'il est pas très bien traité, donc je, 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 je pense qu'il mérite d'être défendu sur certains aspects. Je ne dis pas qu'il a raison sur tout, je ne dis pas qu'il a tout fait parfaitement, mais
Faudrait pas le prendre pour un branque non plus, quoi. Mais bon. Bam Adebayo, ça, je pense que c'est peut-être la meilleure réponse. Enfin, c'est celle qui est le plus proche de ce que j'aurais aimé répondre si j'avais réfléchi, Mister One-Two. Adebayo, il est énorme en défense, il progresse en attaque tous les ans dans le playmaking, et il joue au hit sans être la star de l'équipe. Il fait pas trop de vagues. Je pense effectivement qu'il est peut-être un peu sous-coté. Je pense. Après, c'est un All-Star aussi, hein, mais peut-être un peu sous-coté. DeRozan, ça rentre plus dans la catégorie que j'évoquais avant, c'est-à-dire des joueurs qui ont été très forts et dont on a oublié qu'ils étaient très forts. Tu vois. Euh, Là, il a été tellement clutch ces derniers temps, c'est un métronome. Et on a un peu oublié parce qu'il était dans une équipe de Chicago qui performait pas. Et là, ça va un peu mieux et il refait des perfs clutch. Donc on s'en rappelle, on se rappelle qu'il est fort, mais il n'est pas sous-coté, je pense. À force d'avoir surcoté Tobias Harris avec son contrat, on a fini par déconsidérer un très bon joueur. Ça, c'est l'histoire de plein de joueurs. C'est un moment, ils ont été un moment peut-être surcotés et ils en deviennent sous-cotés. Donc il y a ça aussi. Tobias Harris, je sais pas, son contrat est énorme quand même. Alors c'est pareil, tu peux pas le considérer comme une catastrophe juste parce qu'il est très payé. C'est un très bon joueur, Tobias Harris. Est-ce que c'est un joueur qui doit gagner autant et sur lequel tu dois miser autant? Je sais pas. D'Aaron Fox, trop pris pour acquis. Fox, il est vraiment entre deux situations, je trouve. C'est une star de son équipe, c'est le franchise player, assez clairement. Est-ce qu'il est sous-coté? Peut-être un peu, c'est possible. C'est possible. Encore une fois, les gens qui regardent, ils voient Fox, on l'a vu en playoff l'année dernière sur le premier tour. C'est. Enfin, je pense que personne va te dire que c'est un mauvais joueur, c'est un All-Star. Il a juste pas encore fait la bascule de star à superstar qui est en train de faire par exemple Anthony Edwards. Il est en train de la faire. Fox, il est un peu plus âgé. Il n'a pas fait vraiment cette bascule-là énorme en saison régulière. Et j'espère pour les Kings qu'il le fera dans une série de playoffs, par exemple. Si les Kings y arrivent, ce qui me semble plutôt bien parti, ne serait-ce que pour le play-in. Coucou Nini, from Vancouver. J'espère que ça va. Sabonis plus fort que Fox, c'est mon avis. Oh, c'est des joueurs tellement différents, Noé. Ultra important, Sabonis. Lui aussi, peut-être qu'à un moment, il était sous-coté parce que on rigolait du fait qu'il faisait du stat padding pour avoir ses double-doubles et ses triple-doubles, mais qu'il n'est pas ultra fort en défense, mais il est quand même fort. Et il sait faire des choses, le garçon, quand même. Tu vois, surcoté. Surcoté qu'il Vichous, et d'autres vont te dire qu'il est sous-coté. C'est pas facile. Il en est où du record? Alors, le record moderne, hein, on s'entend, de Kevin Love, de 53 double-doubles consécutifs. Euh, il a trois matchs de suite de Kevin Love, Sabonis. Donc il va le faire, hein, évidemment. Euh, je sais pas, enfin, est-ce il va forcer pour le faire? On a vu qu'il pouvait re-rentrer dans des matchs. Pas moderne, je sais pas justement, Paymay, parce que il me semblait avoir vu que c'était depuis 30 ou 40 ans, mais t'imagines bien que Will Chamberlain, Bill Russell, tout ça, ils ont fait des saisons entières en double-double aussi. Donc ça m'étonnerait pas que pour une ère un peu moins moderne, ce soit quelqu'un qui ne s'appelle pas Kevin Love, qui était une machine à double-double incroyable en début de carrière. Ça va très bien, Nini, merci. Vancouver represent. Vancouver qui avait une franchise NBA avant, je sais pas si tu le sais, Nini, qui ne l'a plus. Les Vancouver Grizzlies. Shai le jinx pas. Ok, ok, promis, je ferai pas. Mais ils font tout pour qu'il l'ait, hein, donc il le fera. Ils ont plus cette franchise, Nini, parce qu'elle a déménagé. Parfois, il y a des équipes qui déménagent quand ils sont sur des marchés financiers pas assez porteurs. Vancouver n'était pas assez porteur à leurs yeux et c'est devenu les Memphis Grizzlies. Donc Vancouver n'a plus d'équipe, ça reviendra peut-être un jour. Et une autre équipe au Canada, c'est Toronto. Shai, pour la vidéo de JJ Redick et LeBron, tu t'inquiétais de pas tout comprendre. Il y a Guillaume du Basket Lab qui a déjà traité les 15 minutes de preview. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu en entrée, j'ai dit que j'avais aussi regardé la vulgarisation. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vulgarisations. J'ai vu celle de Guillaume qui est très très bonne, surtout pour quelqu'un qui n'est pas calé tactiquement comme moi. C'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir ça. Guillaume du Basket Lab qui a traduit déjà les propos de LeBron en français et qui a traduit en langage plus compréhensible pour les noobs de la tactique comme moi ce que voulait dire LeBron dans la séquence qu'il explique, qui est super intéressante. Et comme je disais aussi en préambule, le, le podcast en lui-même va être extrêmement intéressant. Moi, j'ai vu les extraits sur les joueurs qui trouvent les plus influents, sur Curry, Iverson. J'ai beaucoup aimé les passages que j'ai vus, donc on va voir. John Wall, il est où?
John Wall, il a pris. Alors, il n'a pas officiellement pris sa retraite, je crois, mais je sais qui il était, dans quel podcast. Il était dans un des 8 milliards de podcasts qu'il y a maintenant aux États-Unis. Et c'était très très fort d'ailleurs, c'était un peu poignant parce qu'il parlait du fait qu'il avait essayé de. Qu'il était pas loin de se suicider à 2 reprises. Euh, il se plaignait aussi du fait qu'il n'y ait, il y ait plus de défense en NBA. Bon, il y était il y a pas si longtemps donc. Euh, mais ouais, John Wall n'a plus d'équipe depuis 2 ans, je crois. Je sais pas s'il est retraité officiellement par contre. Ah, vu sa forme physique, il en est pas loin quand même. Ouais, collaboration entre le podcast de Reddick, The All Men and the Three, et celui de LeBron, c'est Undisputed, je crois. Ce qu'il faisait dans un barbershop à chaque fois. Là. Bon, en tout cas, ces deux énormes cerveaux, LeBron, je pense que ça va être bien, les gens vont se rendre compte à quel point LeBron, c'est un cerveau, c'est une machine intellectuelle du basket, plus que beaucoup d'autres avant lui. Que c'est peut-être sa plus grosse force. Le fait qu'il se rappelle d'actions, des gens impliqués dans l'action sur des séquences d'il y a 10-15 ans. Je l'ai déjà entendu là-dessus, c'est assez incroyable. Dispo quelque part. Ah non, le documentaire, pardon, je pensais que vous parliez du podcast. Le documentaire, ouais, je l'ai pas vu celui-là d'ailleurs. Sur les Vancouver Grizzlies, mais c'était une équipe sympa à l'époque. Il y a eu du joueur. LeBron James dopage ou pas alors du coup. Je ne me prononcerai pas là-dessus, j'ai aucune. Je ne peux rien avancer, rien infirmer ou confirmer. Je suis toujours dans l'idée qu'il y a quand même pas mal. Il y a toujours du dopage planqué dans plein de sports, mais je sais pas si. Je vais pas dire LeBron James est dopé. C'est un cyborg, son corps est un spécimen, il a une longévité, il dépense des millions de dollars pour entretenir son corps et pour être capable de jouer encore au niveau auquel il joue à 39 ans. Bon, bah écoute, même s'il est dopé, faut réussir il y a eu des dopés avant lui, faut réussir à jouer comme ça à 39 ans, être dans une telle forme. Pub, ah et pub apparemment. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En plus, vous avez des emojis supplémentaires si vous abonnez, les emojis créés par le petit Chlem, avec notamment un nouveau Pimel Australia, qui illustre bien la version d'Anton Pimel pour l'Australie. Voilà, Kiki, je manie bien celui de Goat Rivers pour Doc. Quand tu signes LeBron, tu dopes ta team. Ouais, c'est un peu ça. Tristan Thompson se dope à 33 ans. Ouais, c'est vrai il est suspendu, Tristan Thompson. Je sais plus quel produit il avait pris d'ailleurs. Je me souviens plus. Parce qu'on a eu tout, hein. On a eu des produits, des compléments alimentaires, des trucs qui amélioraient les performances sexuelles, des hormones de croissance, enfin, il y a eu de tout. L'emoji Pimel Australie, j'ai essayé de le mettre tout à l'heure, il a peut-être pas été validé encore. Mais il est normalement pour les abonnés niveau 1, je crois. Je crois. J'essaie de revoir un peu, de remonter un peu, voir si j'ai pas manqué des. Est-ce qu'il y a des VOSTFR de ces podcasts? Rarement, le shrug, malheureusement. Alors je vais redire ce que disait Simon, que je salue, Simon, notamment de Trash Talk, entre autres, euh, qui disait qu'on avait une richesse de podcasts et une variété de podcasts en France sur le basket qui est assez incroyable, de programmes. Alors je vais pas tous les citer parce que je les regarde pas tous, je vais pas mentir, mais j'en ai regardé tout, j'ai regardé un peu de tout. Euh, c'est très, voilà, on a une chance incroyable. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres pays européens ou des autres pays qui ont des représentants NBA, mais on a beaucoup de chance, hein. Donc si c'est trop compliqué d'accéder aux podcasts US en termes de compréhension, tu peux très bien le faire avec les podcasts français. Je parle évidemment pas que de nous. Il y a plein de très bonnes choses qui se passent. Donc podcast ou émission en live, hein, d'ailleurs, sur Twitch ou sur YouTube. Le mec, il a sa 21e saison, ouais, c'est assez surréaliste. 21e saison à ce niveau, parce qu'on en a vu des mecs qui ont joué 20 piges, hein, mais raisonnablement, le mec, il est 20e, peut-être encore dans le top 20 de la ligue. Voilà quoi. Oui, mais il n'y a pas les joueurs NBA invités. C'est pas faux, le shrug. T'as raison. Et à part te mettre à l'anglais, je peux pas te conseiller autre chose, ou te lancer dans la traduction, ou lancer quelqu'un sur la traduction des podcasts. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est pas évident. On n'a pas l'accès aux stars comme ça. On peut faire ponctuellement des interviews, mais les avoir dans les émissions, c'est plus compliqué. Concernant les Mavs en playoff, les joueurs en demi-terrain pas évident, défensivement leur ligne, c'est pas ça, mais en attaque, quelle équipe va pouvoir les battre 4 fois? C'est ce qu'on se demandait, Diego, dans le podcast de lundi. On réfléchissait aux chances des Mavs, qu'on a décrit comme l'équipe peut-être la plus dangereuse de la conférence Ouest, dans le sens un peu imprévisible et qui peut battre n'importe qui en même temps qu'elle peut perdre contre n'importe qui.
Euh, Effectivement, en attaque, quelle équipe peut les battre 4 fois si t'as Kyrie, Luka Doncic qui sont à ce niveau-là? Après, moi, je pense quand même qu'il faut un minimum défensif pour aller en finale ne serait-ce qu'en finale de conférence. Et vu les équipes qu'il y a, c'est compliqué. Mais on a vu aussi qu'ils étaient capables de défendre, d'augmenter le niveau d'effort, l'intensité. Donc c'est possible. C'est une équipe mystère en laquelle je croyais pas du tout. Mais j'y crois un peu plus maintenant, en tout cas, déjà pour passer le premier tour et peut-être au-delà pour surprendre quelqu'un. Tu sais pas quel joueur va se blesser en playoff. Tu sais pas si tu vas pas jouer une équipe qui était favorite à la base euh, et qui va se retrouver avec un joueur en moins, tout simplement. Absolument, Olivier, j'avais complètement oublié du coup avec ces histoires d'Antoine. Donc je rappelle qu'il n'est pas là avec nous ce soir, on lui fait un petit coucou. Je vais aller chercher ma feuille parce que j'ai préparé des joueurs à vous faire deviner si vous voulez. Si vous me laissez 30 secondes, je vais chercher ça et je vous fais deviner le premier joueur de la soirée. Il n'y a rien à gagner encore une fois, mais c'est pour le fun, pour le plaisir, pour la science, pour voir lesquels d'entre vous sont les plus pointus. J'arrive dans 30 secondes, je vais chercher ça. I'm back. Me voilà donc. Je regarde si vous n'avez pas raconté de bêtises. La chambre d'une petite demoiselle, absolument. Absolument, je squatte la chambre de ma fille pour éviter de rentrer trop tard du bureau maintenant. Sympa cette petite commode. Elle est très bien la chambre de ma fille. Le jeu il est truqué, j'ai entendu Rudy Gobert dire que Shai était payé. Ah, il a vu, il a fait le signe comme ça, là, comme Chris Paul top en leader de la seconde unité avec Thompson. Donnez-moi 30 minutes d'handicap pour les réponses avec mon Alzheimer. Tricosonic qu'Antoine surnomme le grand Later, comme le grand Schtroumpf, l'aîné de nos chers Later. Allez, je vais vous faire deviner ça. Premier joueur. Je vous le fais en mode je lis, et puis le premier qui trouve. Donnez-moi 2 heures pour mon inculture. J'ai pris des joueurs à des périodes, alors c'est pas ultra récent. Disons qu'il y en a un, c'est années 90, l'autre année 2000, et les deux autres 2000-2010, on va dire. Alors je vais commencer avec le plus ancien. Je suis né à Seattle, dans l'état de Washington, en 1970. Shooting guard d'1m98, j'ai fait mon cursus universitaire à la fac de Pepperdine, en Californie. Mes 7 premières saisons en NBA, entre les Lakers, les Knicks et les Raptors, sont honnêtes, mais c'est surtout mon aventure avec Sacramento à 30 ans qui me permet de m'épanouir en NBA. Membre de la All Defensive First Team à une reprise et 3 fois membre du deuxième 5 défensif, je fais partie en 2001 du 5 de départ que les médias américains surnomment The Greatest Show on Earth. Ah bah ça a répondu fort. Entre Stéphanie de Monaco et Doug Christie, bonne réponse de Cyril Clermont, bravo. Suivi de près par Istrid Greg et Miguel Jordanez, Olivert, Pedro et Paymay, vous l'aviez. Je lis la fin de la description. Donc membre de ce que les médias américains surnommaient à l'époque The Greatest Show on Earth, en compagnie de Jason Williams, Peja Stojakovic, Chris Webber et Vlade Divac. Ma fin de carrière entre le Magic, les Mavs et les Clippers est famélique et marquée par les blessures. En 2014, je fais partie de l'escouade composée par Dennis Rodman pour un séjour diplomatique en Corée du Nord. 17e choix de la draft 1992, je suis donc Doug Christie. Bravo, Cyril Clermont, impressionnant. Je connaissais même pas ma fac. T'étais à, t'étais à Pepperdine, Trent. Bien joué Cyril qui connaissait visiblement Pepperdine aussi. Bravo, félicitations. Ouais, il est allé en Corée du Nord, il faisait partie de la fameuse escouade diplomatique. Alors Rodman est déjà allé voir Kim tout seul, mais il était aussi venu avec d'autres gars, dont Doug Christie, pour essayer de faire un peu de diplomatie, de sortir un ou deux Marines qui étaient enfermés là-bas. Je crois que le résultat a été plutôt mitigé, hein. Mais il y avait bien Doug Christie, joueur de cette super équipe de Sacramento que vous avez peut-être bien aimé comme moi j'avais aimé à l'époque et qui avait été privé de finale NBA contre les Lakers par un arbitrage un peu douteux. Les Lakers étaient certes une très très forte équipe, mais les fans des Kings en veulent toujours aux Lakers pour cet épisode. Doug Christie, je le connais que de Touquet.
Les jeux vidéo, ça aide beaucoup, hein, les gars. Les jeux vidéo, ça permet de s'attacher à des joueurs aussi. Moi, je me suis attaché à Nick Van Exel à la base grâce à NBA Live 95, je crois. Et il était virevoltant, et puis il s'avérait il était super cool en vrai aussi. Pas d'excuse, Shay. Pas d'excuse pourquoi. Ah, pour Doc Christie. Ouais. Il a fait une tournée avec The Morning, passé par la France lors de son année rookie. Ah, Cyril, tu m'en apprends, hein. Je savais pas du tout. Ah oui, il y avait un game set à Sacramento, ils ont perdu, ouais, effectivement. Mais on retient surtout ces histoires d'arbitrage et ces choses un peu contrariantes. Je peux pas en vouloir aux fans des Kings de s'attarder là-dessus, mais t'as raison, il y avait un game set après, à Sacramento. Pour Converse ou Nike, ok, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne avec la deuxième devinette, parce qu'il est déjà minuit et que Antoine n'étant pas là, on va peut-être pas pousser jusqu'à 6 heures du matin, hein. Théo et Pierre Armand, on en reparlait de ce Game 6. Ouais, Théo et Pierre Armand que vous pouvez écouter tous les dimanches dans le Hoop Culture. Excellent programme que je vous recommande, surtout si vous êtes un fan de type vintage. Bibi qui fait une horrible faute avec son nez sur le coude de Kobe. On voit que ça a marqué des gens quand même. Allez, je vous fais le deuxième. Est-ce qu'il est plus ou moins compliqué? Il est plus récent, donc il est peut-être plus simple, mais d'un côté, nos chers laters sont pas nés de la dernière pluie. C'est quoi le nom du docu sur l'arbitre? Sur Tim Donaghy? Je me rappelle plus. Je suis très mauvais pour les titres. Théo en a parlé la dernière fois justement. Je te retrouverai ça, sauf si vous pouvez. J'irai bien sur Google, mais ça fait un peu foirer le programme que j'utilise pour streamer. Donc si vous avez ça sous la main pour en informer Kikish, je veux bien. Ouais, je vais vous faire le deuxième qui est plus récent, mais pas plus simple, je trouve. Parce que sa carrière est quand même sans doute moins huppée que celle de Doc Christie. Peut-être pas beaucoup, mais quand même, il a moins marqué les esprits que Doc Christie. Untold sur Netflix, c'est ça, je crois. L'envers du sport. Ouais, l'envers du sport en français. Ok, un sacre menteur. Bien trouvé, Damien Grollard. Euh, Allez, je vous lis un peu la bio aussi, celle que j'ai préparée. J'arrive pas à savoir si c'est simple ou très compliqué, c'est bizarre, hein, mais bon, vous verrez bien. C'est parti. Je suis né en 1985 à Indianapolis. Arrière d'1m96. Vous allez voir, c'est trois arrières en fait que j'ai choisi complètement involontaire. Arrière d'1m96, j'ai fait mes 4 ans d'université à Western Kentucky. Je deviens un membre important du Magic dès ma saison rookie, la seule que je passerai à Orlando. Je dispute d'emblée les finales NBA 2009 avec la franchise floridienne et manque même un game winner dans le game 2 à 0,6 secondes de la fin. La suite de ma carrière me mène à New Jersey, Houston, Boston, Memphis, Charlotte, New York et Dallas où je finis ma carrière en 2021. Mon prénom, alors je regarde, ah voilà, j'attendais de voir s'il y en a qui trouveraient, mais effectivement Fab185 a trouvé. Bien joué, Courtney Lee. D'autres ont trouvé, hein. Grinder, le spécialiste de la deuxième place, le poulie d'or de la Elite Session qui finit deuxième à nouveau. Bruce Lee nous dit Damien Grola. Alors ça faisait partie des indices. Ça faisait partie des indices. Pour la suite, je me suis dit, s'il ne trouve pas là, je vais rajouter mon prénom est le même que celui de l'actrice qui joue le rôle de Monica dans Friends. Et mon nom est le même que celui d'un célèbre combattant d'arts martiaux. Je suis Courtney Lee, que j'avais adoré sur sa saison rookie à Orlando. Soit en finale, il avait son masque, parce qu'il s'était pris un pain au premier tour, au deuxième tour. Il jouait avec un masque, il avait été excellent, très bon défenseur. Et même réflexion que Fab 185, putain de lay-up raté en finale. Il y a un match où Dwight Howard rate un lancer en fin de match, il y a un match où Courtney Lee rate un lay-up. Et voilà, c'est ce qui reste de lui. Malheureusement, sa carrière derrière n'a pas été folle. Pas top le joueur, c'était pas un mauvais joueur. Ok, il a moins marqué les esprits que Doc Christie, mais c'était pas un mauvais joueur quand même. Je vais pas aller vous chercher un mec qui jouait 3 minutes par match non plus. Mais ouais, je pense que c'était quand même assez difficile. Layup que les haters disent que c'était un goaltending de Pau. Oui, bah, peut-être que je faisais partie de ceux-là en tant que fan du Magic dans les finales. C'est possible. Bon shooter Grinder, effectivement. Effectivement. Est-ce que vous voulez que je fasse le troisième? Est-ce que vous préférez qu'on se lance sur un autre sujet et qu'on finisse par le troisième? C'est un peu comme vous voulez. J'ai sans doute pas l'énergie de pousser aussi longtemps qu'avec Antoine,
Mais si vous voulez que je fasse le troisième maintenant, si vous voulez qu'on lance un petit sujet sur quelque chose qui vous intéresse, est-ce que le Magic tape les Knicks au premier tour? Je sais pas, c'est ma série rêvée, hein. C'est ma série rêvée parce que c'est les deux franchises que je préfère en NBA, mais est-ce que le Magic tape les Knicks? Pouah, si les deux équipes sont au complet, je pense que les Knicks passent. L'expérience, c'est quand même important en playoff. Mais je suis très curieux de voir ce que ça donnerait, ouais. Banchero et Wagner, j'ai envie de voir ça. Et je pense que les Knicks passent quand même. Sauf s'ils ont personne. Si Nunobi revient pas, si Randall revient pas du tout, c'est bon. Jamais 203, lance le 3 et je vais vous le faire maintenant, comme ça débarrasse. Est-ce qu'il dans celui-là, je pense que c'est presque le plus facile des trois, je trouve. Je pense. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous le fais maintenant et après, si vous voulez, on parle des sujets que vous évoquiez là, sans souci. Je suis né. Qui connaît le prénom de Anunoby? Bonne question. C'est quoi OG d'ailleurs? Je sais pas. On cherchera. Ça fera un quiz. Allez, je vous lis ça et après on discute d'autres sujets si vous voulez. Old guy. Oh, old gangster Anunoby, ouais. Euh, Oguga? C'est vraiment Oguga? Non, Oguwan Inobi, non. Allez, j'arrête de regarder vos bêtises. Oguga, ok, très bien. Alors, troisième et dernier joueur mystère de la soirée. J'essaierai de vous en refaire 2-3 à chaque fois, à chaque late session, euh, pour essayer de vous tester un peu. Je suis né à Sioux City, dans l'Iowa, en 1981. Arrière, donc encore en arrière, d'1m93. Je suis un lottery pick qui a fait sa carrière universitaire chez les Kansas Jayhawks. Je suis médaillé de bronze avec Team USA au Mondial 2006. J'ai joué pour 3 franchises différentes sur mes 13 ans de carrière, avec des passages de 7 et 3 ans, donc 10 ans en tout, aux Chicago Bulls. Mon fait d'armes individuel principal est une présence dans la All Defensive Second Team en 2007. Et nous avons un gagnant, puisque Damien Grollard a trouvé Kirk Heinrich, ou Heinrich, si on l'a fait à l'allemande. C'était bien Kirk Heinrich. Juste devant notre éternel deuxième, qui tu dois faire exprès, je pense, d'attendre que quelqu'un réponde bien pour donner la bonne réponse que tu as toujours, mon cher Grinder. C'est effectivement Kirk Heinrich. Je vais finir la biographie que j'avais préparée. Donc son fait d'armes individuel principal, c'est une présence dans la All Defensive Second Team en 2007. C'est un très bon défenseur, en même temps qu'un très bon shooter aussi. C'est un capitaine aussi, capitaine de vestiaire. Et il a été dans le meilleur 5 des rookies en 2004. Et puis j'essaie pour vous faire deviner, au cas où vous n'auriez pas trouvé, mais je me doutais que vous trouveriez. Mon prénom est le nom de famille d'un célèbre capitaine de science-fiction. Je suis Kirk Heinrich. Voilà, celui-là, on est d'accord, était peut-être un petit peu plus facile. Ouais, bon joueur Olive, ouais. Très bon joueur. Joueur un peu emblématique. Je crois que chez nous, c'est Théo qui a un petit culte. Je sais plus si c'est Théo ou Antoine. Qui voue un culte à Kirk Heinrich, en même temps qu'il voue un culte à Mike Dunleavy. Vous pourrez charrier Théo avec ça dans les commentaires des prochaines vidéos YouTube. Théo fan de Mike Dunleavy Junior, hein, évidemment. L'actuel GM des Golden State Warriors. Traumatisé sur Touquet. C'est marrant comment les jeux vidéo peuvent parfois influencer nos goûts et notre perception des choses. C'est les séries Chicago-Boston de l'époque qui sont mythiques, ouais. Il avait un côté Frodon. Allez, on va répondre un peu aux questions que vous me posiez juste avant cette troisième question. Les Pelicans avec un Zion Fit peuvent-ils passer un tour de playoff? Moi, je vais te répondre évidemment oui, parce que je suis sur cette ligne-là depuis l'année dernière. J'aime beaucoup la façon dont l'équipe est construite. J'ai envie de croire en Zion. Je trouve que Brandon Ingram peut être un très bon numéro 2. CJ McCollum est un super capitaine de vestiaire et c'est encore un très bon joueur. Il y a des très bons défenseurs dans l'effectif. Herb Jones, c'est un phénomène en défense. Très discret, mais excellent. Du Alvarado. Et j'en oublie le Trey Murphy, que j'aime beaucoup. Excellent shooter. Enfin, il y a de quoi faire. Willie Green est aussi un bon coach. Donc, question d'un premier tour, oui, ça tombe sous le sens. Pour moi, ils peuvent. Après, tout dépend de l'adversaire, mais ils peuvent évidemment. Euh, Clippers out dès le premier tour. Je sais pas, j'ai pas envie de retourner ma veste à chaque fois. J'ai été ultra pessimiste pour eux, un peu plus optimiste après.
ça me rassure pas un peu ce qu'on voit en ce moment, à vrai dire. Donc je les ai jamais vus comme des vrais contenders, même là, parce qu'il y a toujours cette menace qui plane de Paul George ou Kawhi qui se blessent. Mais c'est pareil, à la fois j'aimerais pas les affronter. Si tu me dis Kawhi, Paul George, Harden, ils sont en pleine forme, j'ai pas envie de les affronter. Si tu me dis ils sont incertains, Kawhi il serre les dents comme c'est le cas en ce moment, Harden est blessé, Paul George malheureusement il a souvent des blessures avec un timing fâcheux. J'ai même pas parlé de Westbrook, Norman Powell qui a manqué des matchs aussi. Il leur manque du monde, hein. Il leur manque du monde. Si on prend les gens à égalité, les équipes à égalité, ils doivent pouvoir passer un tour, évidemment, et les gens n'ont pas envie de les affronter, mais ouais, les Clippers, c'est un peu compliqué pour l'instant. Logiquement, ils vont revenir pour les playoffs, ouais. Je pense qu'on peut espérer pour eux qu'ils aient leur équipe au max au moment de démarrer la post-saison. Mister One Two, les séries qu'on veut voir au premier tour. On en avait parlé un peu avec Antoine, je crois, la semaine dernière. Si on compte le play-in dans le premier tour, moi j'ai bien envie d'un Warriors-Lakers. C'est bête, ça va enlever une équipe un peu populaire d'emblée, mais ouais, j'aime bien. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir Knicks Magic. J'ai envie de voir Dallas Phoenix pour, ouais, pas pour régler des comptes, euh, mais ouais, Dallas Phoenix, ça peut être sympa sur le papier pour voir pour des matchs un peu offensifs. C'est ou Clips ou Pels, Shai peut pas avoir les deux. Bah, Pelicans. Si je dois choisir, je préfère l'équipe des Pelicans. Après, peut-être que les Clippers sont favoris. Phoenix, c'est pas fou, je suis assez d'accord aussi. Je l'ai dit ce matin, si vous nous écoutez le matin, je suis assez sceptique sur Phoenix et l'alchimie qu'ils auront au moment de jouer les playoffs. Bucks Heat, est-ce que ça m'excite pas des masses, Bucks Heat? À l'Est, il n'y a pas énormément de séries qui m'excitent. J'ai l'impression que Boston va rouler sur tout le monde. Ouais, bah si, Orlando-New York. Boston Heat, ouais. Un moment peut-être en finale de conférence, je sais pas. Même si Miami jongle un peu irrégulier. Pels Mavs, c'est bien. Ça fait beaucoup de bonnes séries à l'Ouest, hein, on va pas se mentir. OKC, j'ai envie de les voir contre n'importe qui, j'ai envie de les voir passer dans tous les cas. Erwan Neferti m'a dit que les Pels ça joue trop bien et que c'est la meilleure équipe de la ligue par son intensité. Alors j'irai pas aussi loin qu'Erwan, mais je fais partie des optimistes pour les Pelicans, ouais. Comme pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Oui, c'est intense. Ça s'est joué intense. Zion a un profil un peu particulier. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un Zion Williamson. C'est quand même un, c'est un autobus quand il s'y met, dans le bon sens du terme, hein, pas parce qu'il se traîne. Je sais pas si vous avez vu, mais apparemment il a perdu 11 kilos depuis le play-in. Pas le play-in. Le In-Season Tournament, la NBA Cup. Il aurait perdu 11 kilos après avoir pris un torrent sur la tronche parce qu'il avait l'air hors de forme sur le match contre les Lakers, je crois, où ils prennent une avoine assez folle. Mais là, il aurait perdu 11 kilos, donc tout n'est pas dans le poids. Il y a la répartition du poids aussi, des kilos, mais il va mieux, c'est-à-dire c'est indéniable. Et Willie Green lui demande d'être plus playmaker et il le fait très bien. Autour, ils ont récupéré petit à petit les blessés et c'est une équipe dangereuse de New Orleans aussi. Pour moi, Zion Ayton, c'est un peu le même délire et besoin de soutien psy pour pouvoir s'épanouir dans la vie et donc sur les terrains. Est-ce que c'est le même délire? Zion a l'air plus entouré quand même, hein. Sa famille, enfin sa mère, son beau-père, il a quand même l'air d'avoir. Même à New Orleans, il était bien. Il avait Teresa Weatherspoon qui était tout le temps avec lui. Euh, je le pense mieux entouré. Il a l'air d'avoir un meilleur soutien psychologique quand même. Son vrai combat, c'est clairement avec la bouffe. Enfin, je veux dire, il l'a dit, l'hygiène alimentaire. Je sais pas si vous aviez vu ce passage quand il arrive dans le podcast de Gilbert Arenas, l'autre il le chauffe tout de suite, il lui dit bon alors quand est-ce que tu perds du poids et tout et l'autre il lui dit que c'est une lutte de tous les instants pour lui, c'est pas facile quand il joue pas, il y a un truc, ouais, ce que dit Stephen A. Smith c'était un peu abusé, j'aime pas quand les gens sont aussi véhéments. Stephen A. Smith ne dit pas que des bêtises, mais c'est la manière dont il les dit, je peux comprendre que Zion il a envie de l'emplafonner, hein, mais le fond peut être, il peut avoir un fond de vérité, mais il n'est pas obligé de le dire comme ça. Sur le côté, on m'a dit que tous les restaurateurs de New Orleans l'attendaient à leur table parce qu'ils bouffaient l'entièreté du restaurant. Enfin, bon, moi je suis pas fan de critiquer ça. Ça reste un peu des soucis d'ordre. C'est un souci d'ordre mental aussi, le fait d'être vorace comme ça. Ça aussi compense peut-être des choses. Il y a des gens qui se confortent dans la nourriture. Ça, je critique pas. Après, c'est un athlète pro. Et par la force des choses, quand tu es moins en bonne forme physique, tu te blesses plus facilement.
C'est pas le premier à qui ça arrive, et même sans se blesser, il est quand même mieux là, j'ai l'impression, à ce poids-là, si s'il a vraiment perdu 11 kilos. Les Cavs sont-ils sous-estimés au vu de la saison qu'ils font malgré les blessés? Alors, ils sont peut-être pas sous-estimés, mais ils méritent d'être plus salués en tout cas. Parce que je suis pas sûr que ça se traduise par quelque chose de fort en playoff, mais le fait de réussir à chaque fois avec tous les blessures, les blessés qu'ils ont depuis le début de la saison, c'est une dinguerie, hein. Ils ont eu Garland et Mobley en même temps qui se sont pétés pour plusieurs semaines, voire des mois. Donovan Mitchell en ce moment qui est blessé, qui va être évalué. Max Strus, il y en a plein. Dean Wade est blessé. Enfin, il y a plein de joueurs importants de leur rotation qui sont blessés. Euh, Ils arrivent toujours à gagner des matchs, ils arrivent toujours à rester dedans. Pour moi, c'est à la fois un bon travail du staff, un bon travail du coach. Bickerstaff a été pas mal critiqué par le passé pour ses choix là, en playoff sur les derniers playoffs contre les Knicks. Je trouve que ce qu'ils font est assez admirable en fait. Et ils sont troisième, ils sont toujours à la lutte pour la deuxième place. Certes, c'est l'Est, mais faut quand même se rendre compte de la chose. Donc après, sous-côté, peut-être pas parce que s'ils sont en playoff demain, je suis pas sûr que je mise sur eux au premier tour, quel que soit l'adversaire, quasiment. Mais ils méritent peut-être qu'on parle plus d'eux et de cette abnégation-là, c'est une vertu qui est importante et qui mérite d'être saluée. Voilà. Après, est-ce que ça leur servira en playoff? Je ne sais pas. D-Wade, non, Dean Wade. Les deux ont joué à Cleveland, hein, du coup, même si je pense que D-Wade préfère oublier qu'il a joué à Cleveland. On a comme une vraie chance d'avoir énormément d'équipes compétitives et des classements aussi denses. Avant, les écarts étaient vraiment plus francs. Ouais, à l'Est, il y a quand même un. Oui, à part les Celtics, mais les Celtics promènent quand même, hein. Je veux pas leur porter la poisse, mais je les vois pas. Je vois pas contre qui ils perdent là en playoff aujourd'hui. Sur une série, je vois pas qui les prend en fait. À l'Est, je précise. Parce que s'il y a une finale Denver-Boston, je mise Denver par exemple. Kiki, moi dans post-traumatique, j'entends les militaires qui rentrent du front ou quelqu'un qui aurait vécu un événement traumatique, de mon scepticisme sur le terme dans leur cas. Je sais plus de quoi vous parlez pour le stress post-traumatique. Sans rentrer dans les détails, attends, je regarde ce que vous disiez parce que c'est intéressant quand même. Ah, pour la bouffe, les jeux vidéo, le sommeil, c'est un problème de stress probablement post-traumatique. Ok. Ouais. Ouais, mais j'aime pas juger sur les trucs, sur les habitudes. Alors, si un mec qui sort toutes les nuits, qui s'arrache la tronche et qui, oui, ça, là pour le coup, même s'il y a peut-être un problème derrière, ça reste plus évitable. Comment dire, la gourmandise compulsive, le fait de se réfugier dans les jeux vidéo, dans d'autres trucs, se réfugier ou juste aimer ça, hein. On peut aimer ça sans. Là, lui, c'était clairement, dire, t'es joueur professionnel et à 5 heures du mat, t'es encore dessus. On l'a vu dans d'autres sports. On a vu, je pense à Neymar au PSG qui se blessait à chaque fois qu'il allait faire un tournoi de poker jusqu'à 4 heures du mat, qu'il était à l'entraînement le lendemain. Bon, c'était compliqué, quoi. Il n'y a pas besoin de se bourrer la gueule pour subir les conséquences d'un manque de sommeil. On sait que c'est extrêmement important au niveau professionnel. Je dis ça en étant mal placé parce que je suis pas le meilleur exemple pour le sommeil, mais bon. Euh, Bonne nuit Grinder, notre cher Poulidor. Levé à 7h30 pour la demi-finale régionale UNSS avec mes filles. Eh ben, bon courage à tes filles. J'espère que ce Final Four, vous allez le gagner, hein. UNSS de quel coin Grinder, du coup? 23, c'est ta région ou c'est juste. Je me demande si la maxime selon laquelle l'Est est moins forte n'est pas également due au fait qu'il y a moins de gros marchés à l'Est, elles sont moins suivies, analysées, et par effet boule de neige, elles attirent moins de stars gros joueurs. Bah, c'est une des thèses d'Antoine, donc je suis complètement d'accord avec ça. Antoine expliquait ça aussi par le côté gros marché, petit marché. Il y a beaucoup de joueurs qui se voient jouer qu'à l'Ouest, qui attendent de la première opportunité pour aller jouer à l'Est, au soleil, ou alors dans des États qui sont mieux en termes d'imposition, de fiscalité. Donc voilà. Collège du Nant Évreux. Ben, force aux filles du Collège du Nant Évreux pour l'UNSS demain. J'espère que tu vas les mener à la victoire. C'est un peu tôt, j'espère qu'elle ne joue pas à 8 heures quand même. C'est un peu tôt tout ça. La 3 en équipe de France, c'est Gabi Williams ou il y a mieux? Alors non, sur le niveau individuel, il n'y a pas mieux que Gabi Williams, non, je pense pas. Après, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent l'aider? Oui, il ne faut pas qu'elle fasse tout, qu'elle ait tout à faire. On a de bonnes joueuses, on a de bonnes ailières quand même maintenant. Après, il y a du 3-4. Janelle Salin est super forte cette année. Euh, Comme ça, j'ai pas l'effectif en tête. Moi en 3 j'aime bien je prendrais une petite shooteuse. Oui, Salin c'est une 4 mais bon, je parlais des ailières en général. Je sais pas, tu penses à qui Noé toi? Il y a des joueuses que tu veux
dont tu veux qu'on parle en particulier qui sont sous-cotés, n'hésite pas. Rien qu'en Californie, t'en as plus que ces trois-là. Mais il y a plein de joueurs qui veulent jouer à Los Angeles pour le marché, pour le business que c'est, parce qu'ils ont grandi là, parce qu'il y a du soleil. En termes de météo, c'est forcément moins fun d'aller jouer dans le Minnesota, dans le Wisconsin. Enfin, voilà, la qualité de vie, après, tout dépend de ce qu'on recherche. Yanis a toujours dit qu'il aimait bien Milwaukee, par exemple. Yanis, il voulait pas d'un gros marché pour être un peu tranquille. Donc, il y en a qui aiment bien ça. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent le soleil, la fiscalité du Texas ou le bon vivre de l'Arizona, par exemple. On peut pas leur en vouloir. Moi, je suis plus un gars de l'Est. J'ai habité à New York. J'échangerais ça contre rien à l'Ouest, même si c'est sympa. C'est peut-être aussi un réflexe de mec qui ne conduit pas, qui a besoin des transports en commun. Mais oui, non, la répartition géographique, elle est importante. C'est un sujet qu'on pourra développer ultérieurement, mais ouais, c'est important quand même. Sandrine Gruda, GOAT of Team France féminine. Sandrine, on l'a eu en interview il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu sur la chaîne YouTube. Sandrine n'est pas une poste 3 évidemment, c'est une intérieure, c'est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France, mais son rôle est quand même un petit peu moins important maintenant. Il y a d'autres joueuses Elle a été très très importante au scoring, il y avait toujours besoin de son gros scoring. Là, il y a un peu moins besoin, je pense, et son expérience va plus être utile. Elle est encore forte, attention, hein, ça peut servir encore, hein. Mais elle-même était pas sûre de. Je sais pas si elle voulait vraiment ce rôle omnipotent, quoi. Il y aura absolument encore Sarah Michel en équipe de France. Elle se dit que c'est sa dernière compétition, elle l'a pas officiellement confirmé, mais ouais, apparemment c'est peut-être sa dernière compétition, elle est toujours là, capitaine de l'équipe, la joueuse de Bourges. Super joueuse défensive, super cerveau de basket. Je vais m'interroger sur le poste 3 car je n'ai aucun autre nom en tête. Dans tous les cas, on a une sacrée équipe. On a une bonne équipe. Après, est-ce que. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure parce que j'adore ces filles-là en plus. Euh, c'est juste que je suis allé voir, je vous le disais tout à l'heure en intro, je suis allé voir le TQO en Belgique. C'est pas un secret, j'adore l'équipe de Belgique féminine. C'est un basket d'un niveau et d'un niveau collectif exceptionnel. On n'a pas ce niveau collectif là, pour l'instant. On a des talents individuels, on a par instant du collectif, mais ça reste un peu fragile, trop fragile à mon goût. Il faut maintenant que les filles qui n'étaient pas là, que Gabi et Marine Johannes notamment, reviennent bien dans l'équipe, qu'elles s'y sentent bien. Il faut que tout le monde soit là, qu'on retrouve un peu. Alors moi j'ai pas les solutions, hein, Jean-Aimé Toupane va essayer de faire ce qui est de son mieux, mais je crois en une médaille, j'ai envie d'y croire en tout cas. Mais voilà, pour moi la France n'est pas favorite de ces JO et même pas favorite pour la médaille d'argent. Donc tout ce qui sera au-dessus d'une médaille de bronze, ce sera ultra ultra positif. Et une médaille de bronze, je veux pas faire le petit bras, mais ce sera déjà très bien. Oui, il y a Iliana Rupert-Noé, évidemment. Iliana sera là. Ça, c'est amené à être une joueuse importante avec Marine Fotoux notamment. Chez les hommes, surtout, Collet va faire n'importe quoi. Ah, t'es pessimiste, Payme. Il va pas faire n'importe quoi, mais je pense pas qu'il va donner les clés à Evan Fournier. Evan va déjà essayer de retrouver une forme physique en enchaînant les matchs là. J'ai l'impression, et puis de par la nature de leur relation aussi, qu'avec Victor Wembanyama, il va tout de suite y avoir une responsabilisation, une importance qui va lui être donnée. Il a montré en NBA quel joueur c'était déjà. Euh, donc non, je pense pas qu'Evan va avoir les clés du jeu. Victor va avoir un rôle très très important et les vétérans aussi. Il faut que tout le monde. C'est pas un joueur qui va apporter l'équipe. Et Evan, certes, peut donner l'impression d'avoir un ego important. C'est juste un très très gros compétiteur et je le vois pas arriver et dire comment ça on donne le ballon à Wembanyama, moi je veux pas, j'ai fait ci ça, non je pense pas. C'est un gagnant avant tout et s'il voit que Wembanyama fait gagner l'équipe, il en aura rien à secouer de moins jouer. Honnêtement, je pense, hein. Je veux un axe défensif, Franck Nilikina, Victor. Nilikina malheureusement entre les blessures et le fait qu'il a pas de club là, j'espère j'espère qu'on va le voir. Vous savez que je l'aime beaucoup et que c'est un espoir déçu pour moi en NBA, mais j'espère qu'il sera là, ouais. Ah, c'est pas comme si le poste de meneur était blindé, hein, c'est sûr. Question con, imaginons une création d'équipe à Vegas, comment vous la nommez et quelles sont ses couleurs? Pas encore des bleus, blancs, rouges, please. Euh,
Bonne question, bonne question. Faut un peu d'inventivité. Est-ce que tu fais ça sur le thème du casino, des jeux d'argent comme l'ont fait les Aces quand ça a déménagé de San Antonio, qui étaient les Silver Stars pour la Las Vegas? Je pense qu'ils trouveront une thématique liée au casino, hein, à mon avis. Au niveau marketing, ouais, toujours le casino. Ouais. Après, ça peut être autre chose, hein, mais dans le Nevada, il n'y a pas que y a pas que Las Vegas, mais bon, les Dices, c'est pas mal. En noir et blanc, ça ressemblerait quand même beaucoup aux Aces de, de WNBA. Puis en plus, maintenant, c'est une franchise marquante, c'est les doubles championnes. Vegas Cactus. Ouais, Maestro, on a pensé la même chose. Les Dices, ça sonne bien. Les D de Las Vegas. Scorpions, ouais, pour les scorpions du désert un peu. Les Vegas Carpets. Ouais, c'est pas très vendeur, je trouve. Ça fait pas équipe qu'on impose. Ils aiment bien. Faudrait un truc qu'on impose un peu. Les Carpets, ça fait plutôt équipe passive, quoi, tu vois. Le strip de Vegas, double raison. Combien George Mikan gagnait-il? J'ai lu 6 000 par an. J'en ai aucune idée. Mais il y avait évidemment pas le même argent en NBA à l'époque de George Mikan quand il était au Minneapolis Lakers. Les Joe Pesci, les bars à poteaux, les strippeuses, ouais, non, là, vous partez loin, les gars. Vegas Satan, ah ouais, non, mais là, non, mais quand même beaucoup de joueurs catholiques en NBA, les gars. Si vous nous mettez un truc diabolique, personne ne va vouloir y aller, là. Les Sinners, ça sonne bien, mais c'est pareil, c'est une connotation que certains n'accepteront pas, mais moi j'aime bien, mais. Las Vegas Paranos, très bien. Les Lockers, ça peut être les Diamonds aussi. Ça peut être les Diamonds en mode les carreaux au jeu de cartes. Donc j'y pense. Si Jokic fait MVP plus back-to-back plus MVP des finales, on le met où dans un classement all-time? Top 12 devant Hakim the Dream. Oh, les classements all-time, parce que c'est dur, surtout quand les joueurs n'ont pas fini leur carrière, quoi. Hakim, attention, faut pas le sous-côté non plus, celui-là, hein. C'est un monstre. Mais c'est possible, ouais. Ça me choquerait pas si tu me dis. S'il fait ça et qu'il accomplit ça, oui, peut-être. Un top 12, c'est haut quand même, hein. All-time. Je le trouve exceptionnel, Jokic, je l'adore. Mais il faudra attendre un tout petit peu, peut-être, à la fin de la carrière, peut-être, parce que la longévité, ça importe aussi. Hakim, il a fait des choses, hein, quand même aussi. Donc, faut pas l'écarter trop tôt. Je vais être frileux, je vais dire top 20 à coup sûr. Voilà. Si ça. Désolé si c'est trop timide pour vous, mais en tout cas, oui, ça va changer quelque chose. Il change de dimension s'il fait ça. Voilà. Simon, je pense comme toi, ça veut dire top 3 pivots. Si on intègre à peu près les mêmes personnes dans le top 12, ça, ça ferait un peu haut, mais en fin de carrière, peut-être. Je préfère juger l'œuvre une fois qu'elle est terminée, quoi. LeBron top combien là? Mais tu veux qu'on ait des problèmes, Polyworld? Ça se réfléchit. Juste, les gens qui ont l'habitude de nous suivre savent que je ne mets pas LeBron top 1. En tout cas, dans un classement de greatness, le fameux GOAT. Pour moi, c'est le joueur le plus complet de tous les temps. C'est peut-être le joueur le plus fort de tous les temps. C'est pas le plus grand pour moi. Il peut être top 3 sans aucun souci, je pense. Top 5 à coup sûr. C'est peut-être le plus complet qu'a jamais joué au basket. Voilà. Mais c'est pas le plus. Pour moi, hein, c'est ma sensibilité. C'est pas le plus grand. Voilà. Trop chaud les top all time, je suis d'accord. Si je n'étais pas tombé sur Hakim un jour, le joueur, le perso, je n'aurais jamais joué au basket, je n'aurais jamais coaché. Ce mec ne le sait pas, mais il a changé ma vie avec une VHS. C'est beau. Faudrait qu'Hakim te lise un jour. Je l'ai rencontré une fois, je l'ai fait une interview à Londres lors d'un NBA Global Game, ça devait être en 2011, je crois. Et ouais, bah, très dispo, très sympa. Très sympa, super mec. Puis quel joueur, quoi. Alors moi, il a claqué, mon Orlando Magic en 95. C'est pas un traumatisme parce que je voyais pas les matchs en live, je regardais sur cassette, mais joueur exceptionnel, trajectoire, enfin parcours incroyable, footwork incroyable, invraisemblable. Je pense que tu as dû apprécier ça sur VHS aussi, Olive. Mais très beau témoignage. À qui m'a changé ta vie. Un peu plus, il y a Jabbar, Shaq, Wilt et Russell devant déjà. Bah ouais, quand même.
pour Jokic. C'est pour ça que le top 12, ça me paraissait un peu haut. C'est pour ça que je vous disais top 20, et ce serait déjà... Vous vous rendez compte, top 20 all-time. Et il en est quoi? Il en est à 7-8 saisons en NBA. Laissons-le faire son chantier, Jokic. Laissons-le continuer. Et après, on discutera de sa place. J'aime pas classer les gens quand ils sont encore en activité, même LeBron. Même LeBron, parce que tu sais pas, il y a des choses qui peuvent encore. Tiens, là, il est devenu meilleur marqueur de tous les temps. Qui sait s'il a pas encore un titre dans les pattes? Je ne pense pas, mais plein de choses qui peuvent changer. On sait à peu près dans quelle fenêtre le classer. Parce qu'il est minimum top 5 maintenant. Tout ce qu'il a fait, c'est. Ça peut paraître bas hein, pour les fans de LeBron, je sais, c'est pas un manque de respect, je le répète, c'est le joueur le plus complet de tous les temps, pour moi. C'est le joueur qui sait faire le plus de choses au global. On est d'accord que là, on manque tous de respect aux joueurs de Houston et Washington. Pourquoi? À cause de quoi? J'ai pas suivi, pardon. Ainsi que Charlotte et Orlando. Euh, je sais plus de quoi ça parlait, désolé, il est minuit 30, je commence à... Pourquoi on leur manque de respect? Ah d'accord, il y a 2 matchs en cours. Ouais, mais putain, c'est vrai, il y a les matchs à minuit et demi là. C'est quoi les affiches, Kiki, tu peux nous dire? Parce que si j'essaye de mettre ça sur l'ordi, ça va sauter. J'imagine que c'est ces équipes-là qui sont en cours. Qui jouent Charlotte-Orlando et Houston-Washington. C'est pas grave, je pense que vous vous porterez très bien si vous regardez pas ces matchs-là, les gars. Norman Wizard a tout à fait raison de dire que le Denver-Minnesota est un peu plus intéressant, à mon sens, sur le plan de l'enjeu sportif et du basket. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas regarder. C'est intéressant, il faut regarder toutes les équipes, hein, mais. Si, non, c'est pas que je conseille pas de voir Orlando, c'est que contre Charlotte qui est en roue libre, c'est un intérêt limité quand même. Sinon, je conseille évidemment toujours de regarder Orlando, mais regardez-les surtout en playoff, les gars. Premier tour à domicile, quatrième de l'Est, ça peut être bien. À 1h du mat, Dallas Spurs, ben voilà, ça se regarde ça aussi, évidemment. Si tout le monde est là, si Victor joue, si Luka et Kyrie jouent, super spectacle. Et Denver-Minnesota à 2h, c'est un must-see, moi je vais regarder ça. Peut-être suite 2h et puis prendre en cours le Dallas Spurs, ça me semble bien. Est-ce qu'on a déjà parlé de Bilal, très ardent? Non, on n'a pas parlé de Bilal, tu as raison. Je pense que tout le monde l'a vu, mais malheureusement sa saison est terminée. Euh, il a une fracture au niveau du poignet de la main droite. Euh, je ne sais pas à quel point c'est une mesure de précaution pour lui permettre d'être apte à jouer les JO s'il est appelé. Il a vraiment un souci, sinon il ne s'arrêterait pas, mais il n'y a pas d'opération. Donc je pense que c'est du repos et que c'est pas grave. Donc non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas eu d'annonce sur les JO, Paymay. Ça, on ne sait pas encore. Je pense que, enfin, moi, je me suis déjà fracturé le poignet gauche. Bon, j'avais pas les mêmes impératifs que Bilal Koulibaly quelques mois plus tard, mais en 2 mois, j'avais repris le foot normalement, quoi. Donc on se sert pas de ses mains, je suis pas gardien de but, euh, mais je pense qu'il sera apte au moment des JO. Les JO commencent dans 4 mois quand même. 4 mois, ça a le temps de se réparer. C'est handicapant pour un joueur de basket, on est d'accord, mais je pense que ça l'empêchera pas de défendre le plomb comme il a défendu toute la saison. Et, euh, et ouais, on peut finir sur Bilal en disant qu'il a fait, comme on le disait ce matin avec Antoine, une super saison rookie. Au-delà de toute considération statistique, ce qu'on a vu de lui en défense dans une équipe, je vais pas leur manquer de respect, mais bon, c'était catastrophique. Euh, Bilal a été impressionnant. Voilà. Sur le rythme, le moteur qu'il avait, je trouve que c'est fort. Voilà. Et on ne sait pas s'il va le prendre, on sait qu'il l'aime bien, mais est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'il y aura vraiment ce fameux camp d'entraînement où tout le monde pourra gagner sa place ou la perdre, comme le sous-entendait un peu Collet et Batum il n'y a pas si longtemps? J'ai mes doutes, mais si c'est le cas, personne battra Bilal Koulibaly en intensité, à mon avis, à l'entraînement, hein. Si sa place, il doit la gagner là. Où voyez-vous atterrir nos 3 Français dans la prochaine draft? Alors je sais pas. Je sais pas parce que ça m'a pas l'air fixé, il n'y a pas de consensus. Alex Sarr et Zachary Rizaché notamment ont une cote qui est plutôt très haute, qui reste dans le top 3, top 5 à chaque fois. On en parle comme des numéros 1, mais je me dis que faute de certitude, en sachant qu'il n'y a pas de Wembanyama cette année, une franchise sur deux choisira un américain, un prospect américain à mon avis. Euh, Pourquoi pas Reed Shepard
de Kentucky. C'est un peu le buzz qu'il y avait récemment. Vous voudrez qu'on parle de lui, on parle de Rich Shepard, je vous en parlais tout à l'heure, mais on a enregistré des podcasts spécialement sur la March Madness qui commence là, qui commence cette semaine, sur le tournoi masculin et un autre sur le tournoi féminin. Et on parle de certains des prospects qui seront à la draft, qui seront en même temps que Alex Sarr, Zachary Rizaché, Tidjane Salin. On parlait de sa sœur tout à l'heure, mais Tidjane Salin, lui aussi, va essayer de débarquer en NBA. Ron Holland, il avait une énorme cote, mais pareil, il est handicapé par le fait qu'il joue en J-League. Cette Team Ignite qu'Antoine déteste. Il y a beaucoup de doutes sur la capacité des joueurs qui y passent à s'adapter en NBA derrière. Mais Ron Holland, sa cote n'a pas grimpé, quoi. C'est un super athlète, mais sa cote n'a pas grimpé, donc non, ce sera pas je le vois pas first pick. J'ai peur que les Spurs sélectionnent Rizaché et en fassent pas leur priorité de développement. Ça dépend à quel point ils voudront accélérer la saison prochaine, Damien. C'est ça. Est-ce qu'ils veulent tout de suite envoyer du lourd, accélérer pour aller en playoff, ou est-ce qu'ils veulent continuer de développer, de trouver les bons gars autour de Victor? C'est ce que disait Antoine hier, la semaine dernière, pardon. Il est plus pour de la patience et accélérer au bout de 2-3 ans. Moi, je sais pas. Je préférerais pour Zachary Rizaché qui tombe aux Spurs que, sans leur faire offense, aux Hornets, aux Wizards, aux Pistons. J'aurais plus de certitude de développement chez les Spurs. Ils peuvent piocher français. Si Victor va au chapitre, je pense qu'il leur dira plus de prendre un Rizaché ou un Alex Sarr qu'un mec qui connaît pas de NCA. Isaac Collier, pareil, il disparaît un peu des discussions. Enfin, c'est plus un lottery pick qu'un mec qui peut être top 5 Pestoroso à USC. La draft va être aussi géniale à suivre, tout est possible dans le top 10. C'est ça, c'est ce que je disais un peu. C'est très difficile. Là, pour le coup, c'est pas pour vous inciter à regarder le futur podcast sur la NCA, qu'on va sortir là, demain ou après-demain. Mais cette March Madness, là, ce tournoi NCA, il va être très important pour certains joueurs dont la cote va aussi, au moment de la draft, va dépendre de ce qu'ils montreront pendant ce tournoi. Des joueurs qui ont peut-être 2, 3, 4 ans euh, 3-4 ans d'expérience à la fac et qui sont de plus en plus populaires en NBA maintenant, qui étaient tout sauf populaires avant, les Jaime Raquez, Jalen Brunson, tous les gars de Villanova, l'anti-one and done, c'est devenu plus populaire, et donc il y a beaucoup de joueurs comme ça qui brillent pendant la March Madness. Et c'est pour ça que je vous incite à regarder ça, et vous verrez demain, quand je le posterai, que on évoque ces profils-là un peu, et ces joueurs qui pourraient être amenés à jouer en NBA après, Caleb Love notamment, des mecs comme ça, vous verrez, je vous en dis pas plus. Salut Kariwin, première live session pour toi. Alors tu t'installes, malheureusement on va bientôt terminer, mais il y aura la rediff jeudi, parce qu'on est là depuis 23 h, et en plus sur mon compère Antoine Pimel, que je salue une nouvelle fois, c'est un peu plus fatigant forcément, mais Rémi Jacquet. Mais oui, tiens, Kariwin, si t'as des questions là avant qu'on arrête, n'hésite pas, voilà. Primeur au rookie, si t'as une question un sujet que tu voulais aborder et qu'on n'aurait pas abordé potentiellement dans cette late, n'hésite pas à poser ta question avant la fin, il n'y a aucun souci. Je trouve que les Spurs ont toujours une aura en France alors que ça fait 10 ans qu'ils font n'importe quoi. Ils font pas n'importe quoi, PMA, c'est pas n'importe quoi. Euh, je dis pas ça parce qu'on vient de sortir un MOOC Spurs où on ne dit pas que des choses positives, on dit des choses extrêmement positives sur la construction de ce qui a été une dynastie et ce qu'est un modèle de franchise. Euh, mais il y a quand même, enfin, dire qu'ils font n'importe quoi, il y a des franchises qui font n'importe quoi. Les Spurs ont peut-être pas visé toujours juste, ont peut-être eu des déceptions comme avec Kawhi, des dossiers pas très bien gérés. Mais n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. Ils ont fait du tanking très court et ça a fonctionné. Ils ont eu des saisons tout à fait correctes. Ils ont mis du temps avant de faire une saison sans playoff quand même. Première de pop, elle est pas c'est pas si vieux que ça. Donc, euh, donc ouais, il y a toujours une aura parce que Tony Parker, on en parle dans le book, hein, Tony Parker, Victor Wembanyama maintenant, les Français ont toujours eu envie de suivre parce qu'il y avait l'un des leurs qui brillait là-bas, et c'est normal. Et je rajoute que les puristes, vraiment les amoureux du basket en France, ceux qui aiment le basket ultra altruiste, ultra léché, bah, enfin, la saison 2013-2014, il y a d'ailleurs un article dedans dans le MOOC de Fred Young sur le jeu pratiqué en 2013-2014. Ah, replongez-vous dedans, c'est magnifique, le nombre d'extra passes, enfin, tout est fabuleux. Et t'as raison de mentionner Boris Dio, ou Boris Dieu comme tu l'appelles, qui était partie intégrante de cette équipe-là.
Donc non, ils n'ont pas fait n'importe quoi, et s'ils ont une aura en France, c'est normal, Paymay, c'est logique, on peut pas enlever ça, c'est absolument normal. Ça peut être frustrant, je peux comprendre que tu trouves ça frustrant, trop long, à une époque où on est dans l'immédiateté des résultats et où tu as un talent générationnel dans ton équipe, mais cqfr.rivers@gmail.com pour les questions, merci Damien, c'est super sympa. C'est super sympa. Vous n'hésitez pas à envoyer vos questions parce que. Alors là, c'est plus moi depuis 2 3 semaines qui regarde les questions parce que a repris du service, mais j'étais vraiment bluffé et super touché par tous les messages que vous envoyez sur cette adresse-là, même quand c'est pas pour des questions. Et vraiment continuer parce que enfin, ça fait vraiment ultra plaisir de voir tous ces bons retours, c'est vraiment sympa. Voilà. Non, franchement, juste dire merci. Je connais quasiment rien au basket et je découvre juste avec vous depuis Wemby. J'ai jamais vu un match en direct et j'adore vous écouter, donc merci. Merci à toi, Kariwin. Et n'hésite pas à regarder des matchs en direct à partir des playoffs. Alors, il n'y aura pas Wembanyama, mais c'est une autre expérience encore en nocturne. Avec le direct fait que c'est une autre expérience encore, donc n'hésite pas à te mettre dessus, hein. T'as pas une minute à toi? Il y a une super vidéo sur YouTube avec Boris qui fait un horse avec Will Hardy sur la chaîne du jazz du pur bonheur. Ah, ça, je vais aller voir ça. 39-36 Houston, merci pour le live à Bitunka. Je vais vous laisser, je vais vous laisser aller regarder ces matchs si vous voulez les voir. Allez vous reposer si vous voulez reprendre des forces avant le Denver-Minnesota notamment, qui est intéressant. Euh, Hésitez surtout pas. Alors normalement avec Shai on commente les matchs toutes les nuits sur Twitch jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Première nouvelle. Écoute si tu veux Damien, si tu veux qu'on t'embauche là-dessus, à plein temps pour faire du live Twitch toutes les nuits pendant les playoffs, voilà, très bien. Mais oui, je vous laisse, je vais vous laisser vous reposer un peu avant les matchs d'1 heure et de 2 heures. Dans tous les cas, on se retrouvera demain matin pour le CQFR. Je crois qu'Antoine ne sera pas là, du coup, il reviendra. On est quel jour? Je me perds dans les jours. On sera mercredi. Logiquement, Antoine sera de retour jeudi matin. Mais je serai avec Théo demain matin pour parler des matchs de la nuit que vous aurez vu ou non. Mais dans tous les cas, on vous aidera à mieux les appréhender. Et il y aura, je le répète, un podcast un peu spécial, un épisode du podcast spécial. Il y en aura deux même, mais d'abord le premier demain, sur les joueurs et les équipes à suivre pour le tournoi NCAA, la March Madness, parce que cette année, on a décidé de la couvrir un peu. Il y aura ça, et le lendemain, donc, sur celle des filles. Donc je vous conseille d'aller sur la chaîne, il y a encore plein de belles choses. Tous les rendez-vous que vous connaissez. Je vous souhaite une très bonne nuit, de très bons matchs. Merci d'avoir été là, merci d'avoir tenu la conversation, c'est toujours un plaisir. Une petite pensée pour Antoine, et je vous dis à très bientôt. Ciao!